Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News, dans l'actualité en ce samedi 4 octobre 2025. Coup de poker à l'Assemblée nationale, Sébastien Lecornu choisit de ne pas recourir au 49.3 pour faire adopter son budget, une décision rare et calculée qui pourrait rebattre les cartes politiques au sein de la majorité. Également, les réactions à gauche comme à droite, c'est ce que nous verrons entre scepticisme et prudence alors que le gouvernement mise sur le dialogue parlementaire. Et puis un décryptage. Pourquoi ce pari politique pourrait-il marquer un tournant dans la stratégie de l'exécutif? C'est ce que nous verrons dès l'entrée de ce journal. Manchester frappé par la terreur. Un attentat islamiste a visé une synagogue en plein cœur de Yom Kippour. Le terroriste a foncé sur les fidèles avant d'être abattu par la police. L'émotion est immense au Royaume-Uni tandis que 3 personnes sont en garde à vue. Nous reviendrons très largement sur le déroulé de l'attaque, l'identité de l'assaillant et les premières réactions à travers tout le pays. À Gaza, le Hamas sous pression entre l'ultimatum lancé par Donald Trump, le président américain, et l'avancée des chars israéliens, le mouvement islamiste se retrouve face à un dilemme stratégique. Sur le terrain, les opérations militaires s'intensifient tandis que la population civile paie un lourd tribut. Nous serons en direct avec notre correspondant pour comprendre les enjeux de ce nouvel épisode de la crise au Proche-Orient. Au Soudan, le Darfour confronté une nouvelle fois à une grave épidémie du choléra. Dans le camp de réfugiés, la maladie se propage rapidement, plus de 7500 cas signalés selon l'ONU. Malnutrition, manque d'eau potable, conditions sanitaires précaires, les humanitaires alertent sur une catastrophe sanitaire. Nous irons sur place dans le camp de Tawila où les soignants tentent de contenir l'épidémie. Et ce soir, l'enquête du Grand News revient sur une affaire criminelle qui hante encore la France, la disparition de la petite Estelle Mouzin, 9 ans, en janvier 2003. Une enquête hors norme, des milliers de recherches et un suspect au profil glaçant, Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes. 20 ans plus tard, malgré les aveux et les révélations, le mystère demeure entier. Que s'est-il réellement passé ce soir d'hiver à Guermantes, en Seine-et-Marne, où se cache la vérité sur le destin de la petite Estelle? Des questions se posent encore plus de 20 ans après. Ce sera naturellement notre enquête ce soir. C'est un choix qui surprend, voire qui intrigue jusque dans les rangs de la majorité. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a décidé de présenter le budget sans utiliser le fameux article 49.3. Cet outil constitutionnel qui permet de faire passer un texte sans vote, une manière d'afficher une nouvelle méthode plus ouverte et plus humaine peut-être, mais aussi un pari risqué à l'heure où les équilibres politiques restent fragiles à l'Assemblée. Explication avec le reportage d'Antoine de Saint-Exupéry pour le Grand News. Devant les grilles de l'hôtel de Brienne, Sébastien Lecornu assume son choix. Ce sera sans le 49.3. Une première depuis plusieurs années dans la présentation d'un budget, symbole d'un changement de ton au sein de l'exécutif. Nous voulons renouer avec le débat, la concertation, et respecter le travail parlementaire, a dit le Premier ministre Sébastien Lecornu. Une stratégie à double tranchant. En renonçant au 49.3, le ministre s'expose à des amendements imprévisibles et à des alliances fragiles. Mais il espère apaiser un climat politique tendu et redonner un souffle démocratique à la majorité. Dans les rangs de la gauche, on salue un geste d'ouverture, tout en restant méfiant. À droite, les républicains observent la manœuvre avec prudence. Certains y voient un coup de communication, d'autres une réelle tentative de dialogue. Car derrière ce coup de poker, c'est l'équilibre même du gouvernement qui se joue. Une adoption sans incident renforcerait l'image d'un ministre habile et réformateur. Un échec, en revanche, pourrait fragiliser tout l'exécutif. Pour l'heure, Sébastien Lecornu mise sur la confiance et la transparence. Un pari audacieux, qui pourrait bien redessiner les rapports de force à l'Assemblée. C'est un nouvel épisode tragique de la violence terroriste en Europe. Hier, un synagogue de Manchester a été la cible d'une attaque en plein jour. Un homme identifié comme un ressortissant britannique radicalisé a foncé sur les fidèles avant de s'en prendre à eux avec un couteau, arme à la main.
L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre, mais plusieurs personnes ont été grièvement blessées. Sur place, la concertation et la colère dominent. Les autorités appellent quant à elles au calme, tandis qu'une enquête antiterroriste est en cours, comme nous le montre ce reportage signé Margot Younes à Manchester. Le drame s'est produit en plein cœur de Manchester, dans le quartier résidentiel de Prestwich. Il est un peu plus de 13 heures lorsque l'assaillant fonce à bord d'une voiture sur un groupe de fidèles réunis pour Yom Kippour, l'un des jours les plus sacrés du calendrier juif. L'homme sort ensuite de son véhicule, armé d'un couteau, avant d'être rapidement maîtrisé par la police britannique. Touché par plusieurs balles, il meurt quelques minutes plus tard. Les enquêteurs l'ont identifié, Djihad al-Shami, 33 ans, né à Manchester, connu pour ses prises de position extrémistes sur les réseaux sociaux. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait agi seul, mais 3 personnes de son entourage ont été interpellées, 2 hommes d'une trentaine d'années et une femme d'une soixantaine d'années, soupçonnés de l'avoir incité et aidé à préparer l'attaque. Nous explorons toutes les pistes. Ce drame est traité comme un acte terroriste islamiste, raconte le chef de la police de Manchester. À Londres, le Premier ministre britannique a exprimé sa solidarité avec la communauté juive et salué le sang-froid des policiers. Dans la soirée, des centaines de personnes se sont rassemblées pour une veillée silencieuse devant la synagogue. Une manière d'honorer la mémoire des victimes, mais aussi de rappeler qu'à Manchester, comme ailleurs, la peur ne doit pas remplacer la paix. C'est une situation explosive qui place Gaza au centre de toute tension. Le Hamas, déjà fragilisé, doit composer avec un ultimatum américain soutenu par Israël. Washington exige effectivement un arrêt des tirs et des roquettes pendant que l'armée israélienne poursuit son offensive terrestre. Entre pression diplomatique et menaces militaires, l'équilibre est précaire et la population vit dans la peur des prochaines heures. Reportage signé Marc Glock à Jérusalem. À Gaza, la fumée noire des bombardements se mêle aux prières des habitants. Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne intensifie ses opérations, avançant ses chars aux abords des quartiers densément peuplés. Les civils, pris au piège, tentent de fuir. Mais la bande de Gaza reste hermétiquement fermée, laissant à des milliers de familles un seul horizon, celui des ruines. Nous n'avons nulle part où aller. Chaque jour, nous craignons de perdre nos enfants, raconte un témoin. À Washington, Donald Trump pose ses conditions. Pas de cessez-le-feu sans engagement clair du Hamas. Un ultimatum relayé par Israël, qui refuse toute concession sans garantie. Le Hamas doit cesser immédiatement ses attaques. Sinon, les conséquences seront terribles, témoigne Donald Trump, le président américain. Côté Hamas, les divisions apparaissent. Certains dirigeants prônent la confrontation armée, d'autres envisagent des négociations sous pression. Mais aucune ligne claire n'émerge. Pour Israël, l'opération doit affaiblir durablement les capacités militaires du mouvement islamiste. Entre diplomatie et champ de bataille, Gaza reste suspendu à une issue incertaine. Une fois encore, ce sont les habitants de l'enclave qui subissent les conséquences directes d'un bras de fer où la paix semble plus lointaine que jamais. C'est une urgence humanitaire qui s'ajoute au drame des déplacés de Darfour. Dans le camp de Tawila, des milliers de familles vivent dans des conditions extrêmement précaires. Aujourd'hui, une épidémie de choléra frappe de plein fouet ces populations fragiles. L'ONU parle déjà de plus de 7500 cas recensés. Les ONG redoutent une propagation encore plus rapide que les semaines à venir. Reportage de notre envoyé spécial Laure Blanc au Darfour du Nord. Regardez. Dans ce camp de Tawila, au Darfour du Nord, la vie quotidienne est désormais rythmée par les allers-retours vers les dispensaires de fortune. Ici, le choléra s'est propagé à une vitesse fulgurante. Selon les Nations Unies, plus de 7500 cas ont été recensés en quelques semaines. Dans un camp où promiscuité, manque d'eau potable et malnutrition fragilisent déjà les organismes, la maladie frappe sans distinction, touchant en particulier les enfants et les personnes âgées. Nous faisons face à une situation très difficile. Les patients arrivent déshydratés, affaiblis, et nos moyens sont très limités, nous dit un médecin humanitaire. Dans ces conditions, chaque geste compte. Une campagne de vaccination a bien été lancée, mais elle peine à couvrir l'ensemble des camps.
L'Organisation mondiale de la santé appelle à une mobilisation rapide de la communauté internationale. Pour les familles, l'inquiétude est permanente. Beaucoup ont déjà fui les combats au Darfour et se retrouvent aujourd'hui face à un autre fléau. Nous avons quitté notre village pour survivre. Et maintenant, c'est la maladie qui nous poursuit ici, témoigne une grand-mère réfugiée. Faute de moyens suffisants, les humanitaires redoutent une flambée encore plus dramatique de l'épidémie dans les prochaines semaines. Au Darfour, une crise sanitaire vient s'ajouter à une crise humanitaire déjà hors de contrôle. C'était il y a plus de 20 ans, en janvier 2003, une petite fille de 9 ans disparaissait brutalement en rentrant de l'école dans la commune de Guermantes, en Seine-et-Marne. Elle s'appelait Estelle Mouzin. Très vite, la France entière s'est mobilisée, débattue, des appels à témoins, des années d'enquête, sans résultat, jusqu'à ce que le nom d'un homme apparaisse, Michel Fourniret, tristement célèbre, surnommé l'ogre des Ardennes. Mais même aujourd'hui, l'affaire Estelle Mouzin reste une blessure ouverte en plein cœur. Retour sur une disparition qui continue d'obséder la justice et d'émouvoir tout un pays. L'enquête du Grand News est signée Bernard Fleury. 9 janvier 2003. Dans le village tranquille de Guermantes, Estelle Mouzin, 9 ans, ne rentre jamais à la maison. Son cartable, abandonné sur le chemin, devient le symbole glaçant d'un mystère qui va durer des années. Très vite, une gigantesque mobilisation s'organise. Des centaines de gendarmes, des affiches placardées dans toute la France, des appels répétés du père d'Estelle sur les plateaux télévisés. De sa fille. Je pense que pour l'enquête, pour le groupe Estelle, c'est la même chose que pour nous, c'est un défi. Et un défi, c'est fait pour être gagné. Il n'y a pas d'alternative. Depuis la disparition d'Estelle, le 9 janvier, tout a été tenté. Mais les pistes s'épuisent, les faux espoirs s'accumulent. Estelle semble s'être volatilisée. En 2004, un nom revient, Michel Fourniret. Tueur en série déjà condamné, reconnu pour avoir enlevé et assassiné plusieurs jeunes filles. Pendant des années, il nie. Mais en 2020, son ex-femme, Monique Olivier, finit par livrer des confidences glaçantes. Elle affirme que Fourniret est bien impliqué dans la disparition d'Estelle Mouzin. Selon Monique Olivier, oui, Michel Fourniret l'a enlevée. Et oui, il lui a demandé de lui fournir un alibi ce jour-là. Les taux se resserrent. Des fouilles sont organisées dans les Ardennes, mais le corps d'Estelle ne sera jamais retrouvé. En mai 2021, Michel Fourniret meurt en prison, emportant avec lui une partie de la vérité. Aujourd'hui, c'est Monique Olivier qui doit répondre devant la justice, accusée de complicité. 2 décennies après les faits, les questions demeurent. Que s'est-il vraiment passé ce soir de janvier 2003? Où repose Estelle Mouzin? Pour la famille, l'attente est interminable, mais la quête de vérité continue. C'était Bernard Fleury, pour l'enquête du Grand News. L'affaire Estelle Mouzin est devenue l'un des plus grands mystères criminels de la France. Elle incarne la douleur d'une famille, mais aussi les failles d'un système, d'une enquête longue. 20 ans plus tard, si 2 aveux partiels existent, l'absence du corps lui laisse un vide insurmontable. Aujourd'hui, Michel Fourniret est décédé. Une affaire qui rappelle encore une fois que derrière chaque dossier judiciaire et criminel, il y a un enfant, une vie et une vie irritée en justice qui peinent encore à faire émerger. Avant de nous quitter, un mot de météo dimanche. Le soleil dominera sur une grande partie du pays, du sud-ouest jusqu'aux régions méditerranéennes, avec des températures de 21 degrés à Perpignan, 24 degrés à Nice et 23 degrés en Corse. Dans le nord et l'est, le temps restera plus frais mais globalement lumineux. 15 degrés attendus à Lille, 14 à Strasbourg, seulement 11 degrés à Belfort. En résumé, un dimanche plutôt ensoleillé pour beaucoup mais marqué par des rafales de vent parfois soutenues. Voilà pour le Grand News en ce samedi 4 octobre 2025. L'info continue partout dans le monde. Retrouvez-nous sur YouTube également. Merci de nous avoir suivis. Je souhaite une excellente soirée, un très bon week-end à toutes et à tous et à samedi prochain dans le Grand News. Merci de nous rester fidèles.